Du Mali, cette fois les islamistes ont tiré à l'arme lourde à Gao, correspondance de Serge Daniel à suivre. Une question, comment se porte l'Afrique? C'est le sujet central du Forum économique international. Il avait lieu ce lundi à Paris. Notre invité ce soir, le patron de la Banque africaine de développement. Enfin, notre série, nous donnons la parole aux immigrés africains en France. Premier volet ce soir, les travailleurs sans papier. Et donc nous partons au Mali tout d'abord dans ce journal de l'Afrique. Oui, après Tombouctou, la ville de Gao au nord du pays a été la cible des djihadistes. Ils ont tiré ce lundi à l'arme lourde. Serge Daniel est à Bamako. Ça s'est passé tôt ce matin à l'entrée, à la sortie nord de Gao, exactement à l'endroit où il y a eu le premier attentat il y a quelques mois dans cette principale ville du nord du Mali. Il y a eu 5 déflagrations. Ça a été tiré à l'arme lourde vers la ville et ce sont les islamistes qui ont tiré d'après l'armée malienne. Alors il y a eu un militaire malien blessé, il a été admis au centre hospitalier de la structure hospitalière des forces Serval à Gao. Il a été soigné, c'est un militaire malien. Il y a au moins 2 maisons qui ont été également touchées. On parle de 2 civils blessés, mais ça n'a pas encore été confirmé. Il n'y a pas eu de revendication officielle, mais le mode d'opération, tout indique que c'est bien les islamistes qui ont fait, si vous permettez l'expression, ce coup-là. Le Mali où a été découvert en février dernier un document édifiant. La feuille de route d'AQMI pour l'Azawad. Libération et RFI ont diffusé l'intégralité du texte. En résumé, le chef d'AQMI voulait duper les populations locales, donner l'illusion aux mouvements armés du Nord qu'ils auront du pouvoir. Il se dit même prêt, et c'est plus surprenant, à renoncer à l'application stricte et immédiate de la charia. On en vient à ce grand rendez-vous économique sur l'Afrique. C'était ce lundi à Paris. Oui, au siège de l'OCDE, 500 entrepreneurs, des ministres, des analystes réunis au Forum économique international sur l'Afrique. On y débat économie, croissance, mode de vie. Alors comment se porte l'Afrique? Qui tire la croissance? Qui est à la traîne? Écoutez l'analyse de Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement. Il était notre invité un peu plus tôt sur France 24. Dans l'ensemble, l'Afrique a beaucoup résisté au choc de ces derniers temps et à la crise qui continue. Mais ça varie de région à région. Il y a des régions qui se portent moins bien que des autres. Mais dans l'ensemble, nous sommes autour de 5% de croissance, c'est pas mal. Quelles sont les régions qui tirent la croissance, justement? Alors, il faut voir surtout la région de la CEDEAO et la région de l'Afrique de l'Est. Ce sont les 2 les plus dynamiques en ce moment, et par des faits internes et externes aussi. Et je pense notamment à la croissance du commerce intra-régional. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas seulement les produits et matières premières. Il y a aussi le commerce régional. Et la diversification due essentiellement à cette boom créée par la technologie de télécommunication, qui a fait beaucoup en termes d'augmenter la qualité de service et l'accès aux services. Et à l'inverse, les pays à la traîne? Bon, il y en a surtout les pays qui sortent de crises ou en crise. Et les pays comme la Guinée-Bissau, comme la République centrafricaine notamment, et la Côte de l'Afrique aussi. Il y a ce chiffre révélé par l'Institut Afrobaromètre, 53% des Africains qui estiment que le développement économique ne les touche pas. Comment vous expliquez ce décalage? Alors, regardons les chiffres. Aujourd'hui, le taux de pauvreté en Afrique, il est à 48%. Pendant les années dites perdues, il était au-delà de 55%. Le nombre d'enfants africains qui meurent avant 5 ans, il est réduit par la moitié. Donc, il y a des effets sociaux assez importants, mais nous devons encore aller plus loin, parce que la démographie augmente, mais parce qu'aussi le niveau de départ était très bas. Donc, voyez-vous, même en Chine, en Inde, il y a des millions de gens encore pauvres, malgré le taux de croissance à double chiffre depuis des années 90. Une question également sur la situation sécuritaire sur le continent. On l'a vu en début de journal. C'est compliqué encore au Mali. Les islamistes ont tiré à l'arme lourde à Gao. Est-ce que justement la menace terroriste ce n'est pas un obstacle aux investisseurs? Non, je crois que c'est une question très importante. Au moment où le risque Afrique commençait à baisser, alors, je pense que le terrorisme international est souvent tiré avantage de quelques problèmes locaux et c'est quelque chose qui nous inquiète énormément. Voilà la situation des pays comme la RCA ou la Somalie. Donc, je crois que c'est important, mais ce n'est pas une question seulement africaine, c'est une question internationale. Donc là, j'estime que les instances habilitées vont travailler avec l'Union africaine pour endiguer cette crise-là.
Voilà, et l'une des solutions pour créer de la richesse, c'est de miser sur le vert, l'environnement. C'est l'une des pistes qu'a exploré l'Afrique du Sud avec succès. Reportage Stéphane Carstens, Caroline Dumais. C'est parce qu'il y a du vent qu'on a construit ici des éoliennes. En 2008, la ferme de Darling était la toute première expérience sud-africaine en la matière. Preuve de son efficacité, on attaque aujourd'hui la deuxième phase du projet. Les actionnaires se préparent à financer sur ce site d'autres turbines. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, il y a toujours des gens pour critiquer. Mais quand les gens viennent sur ces sites et qu'ils comprennent vraiment comment ça marche, alors ils sont très positifs, ils sont très contents même. C'est la voie de l'avenir pour l'Afrique du Sud. L'électricité produite ici est directement intégrée au réseau national et Darling n'est plus une exception. Les éoliennes se multiplient. L'Afrique du Sud fait des efforts. Avec le vent, avec le soleil aussi. Pretoria s'est donné par exemple pour objectif d'équiper 1 million de foyers d'ici 2014 avec des chauffe-eau solaires. Pour les députés sud-africains, il y a des changements majeurs dans la philosophie des gouvernants. Avant, tous nos plans énergétiques étaient basés uniquement sur le charbon. Ce que nous voyons maintenant, c'est un mélange. Dans notre plan pour les 20 prochaines années, les énergies renouvelables jouent un rôle bien plus important. 42% de notre nouvelle capacité énergétique sera composée d'énergies renouvelables. Reste que les Sud-Africains dépendent encore pour leur électricité à 90% du charbon. Ils sont même en train de construire l'une des plus grandes centrales au monde. Medupi engendrera une pollution massive, mais pour certains, c'est un mal nécessaire. Le charbon, c'est un bon choix. Je sais que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas le cas, mais pour l'Afrique du Sud, avec la croissance qu'on a en ce moment, je pense que c'est l'un des choix les plus sages qui soient. Devant une demande énergétique qui va doubler d'ici 2030 et des partenaires internationaux qui leur imposent de réduire leurs émissions de gaz carbonique, les Sud-Africains sont contraints aujourd'hui d'exploiter à fond leurs ressources renouvelables. Revenons sur l'une des informations du week-end, le double raid américain samedi. L'un en Libye, il a entraîné la capture d'un chef présumé d'Al-Qaïda, Abu Anas al-Libi. Le second a eu lieu en Somalie. On apprend aujourd'hui que l'intervention américaine visait un chef Shebab. L'homme serait lié à l'attentat à la bombe contre l'ambassade américaine à Nairobi en 1998 et les attaques de Mombasa au Kenya en 2002. En bref, toujours, l'Éthiopie a un nouveau président, Mulatu Teshome. Il a été désigné par le Parlement ce lundi. Son poste est seulement symbolique et honorifique. L'essentiel du pouvoir est détenu par le Premier ministre là-bas. C'est donc l'heure de notre série. Cette semaine, nous vous proposons plusieurs reportages sur l'immigration africaine en France. Et premier volet ce lundi, les travailleurs sans papier. Ces derniers jours, ils ont tenu à médiatiser leur lutte. Ils en appellent au gouvernement, les socialistes qu'ils considéraient comme un espoir. Témoignage recueilli par Sonia Patricelli, James André et Yves Irvine. Ces migrants illégaux ne veulent plus rester dans l'ombre. Ils ont manifesté ce 5 octobre à Paris pour demander les papiers dont ils ont besoin pour travailler. Parmi eux, il y a Anzouman, un des organisateurs de la marche. Ce Malien est arrivé en France il y a 20 ans pour gagner sa vie. Il est aujourd'hui agent d'entretien et vient tout juste d'obtenir un titre de séjour provisoire. Nous demandons l'abrogation pure et simple de la circulaire Valls et la régularisation de tous les sans-papiers. Anzouman et les autres se sont rassemblés en un collectif. Ils ont marché pendant un mois à travers l'Île-de-France. Certains ont pris des jours de congé pour manifester. Tous ces camarades-là, ils travaillent. Moi, je viens du travail. J'ai 18 ans de fils de pays. Alors, c'est normal que je reste dans cette situation. Pendant sa campagne, François Hollande avait promis des régularisations au cas par cas, sur la base de critères objectifs. Une promesse traduite par la circulaire Valls. Selon les associations, le texte est plus favorable aux familles et aux mineurs. Les travailleurs doivent justifier d'au moins 8 fiches de paye sur les 2 dernières années. Nous voyons qu'aujourd'hui, la circulaire qui régit notre fonctionnement est inadaptée. Dans la mesure où, quelque part, elle demande qu'on fournisse des fiches de paye pour avoir des papiers, alors que la loi 1993 condamne le travail des sans-papiers. Donc vous comprenez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'action des sans-papiers à Argenteuil aura été couronnée d'un rendez-vous avec le premier adjoint au maire. Il en parlera au député maire qui en touchera un mot en haut lieu. Pour nous, l'essentiel est fait et tous les Français ont compris, tous les Français commencent à sortir. C'est comme ça qu'on peut faire front contre le système.
Ce soir-là, à Argenteuil, les sans-papiers ont dormi dans un gymnase prêté par la mairie. Toutes les communes n'ont pas été aussi accueillantes. Allez, une dernière image, ça va vous plaire, Aude. L'Afrique du Sud célèbre les 82 ans de Desmond Tutu, fidèle à lui-même. L'archevêque a consacré du temps aux autres. Casquette sur le côté, le Nobel de la paix a aidé au ramassage des ordures dans une township du Cap. Et pour la petite histoire, eh bien, il a reçu un pingouin orphelin, nous dit-on. On va le voir, le pingouin, j'espère. Un cadeau d'une association de lutte contre la pollution. Voilà le petit pingouin dans le carton. Excusez-moi. Voilà pour l'essentiel, Aude. Merci beaucoup. Merci Julien pour ce journal de l'Afrique. France 24, Le Monde en direct. Soutenez Handicap International. Faites un don sur handicap-international.fr. France 24, Le Monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24. L'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique, toutes les cultures des 5 continents, toutes les opinions, tous les avis. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, un ton original, un autre point de vue.